La pièce suivante, qui s'appelle Les Belles Sœurs, qui a été mise en scène par Jean-Luc Moreau au Théâtre Saint-Georges en 2007, c'est une pièce qui, elle, bénéficie de beaucoup de personnages. Oui. Il devient rare. Ils sont au moins 7 ou 8 là-dedans. Ils sont, oui, je crois qu'ils sont 7. Ils sont 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ils sont 7. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et là, on trouve un schéma, un type de dramaturgie qu'on a déjà évoqué d'ailleurs, c'est-à-dire que tout devrait bien aller, et bien sûr, c'est exactement l'inverse qui se produit. Ouais. Mais là, il y a une idée très amusante, c'est 3 frères. Moi, je les voyais comme des types du Sud. Qui pourraient, tout à fait. Voilà. Ouais. Qui ont plutôt bien réussi dans la vie, ils sont tous les 3 mariés, et il va y avoir une fête de famille, bien entendu. Bon. Et assez bizarrement, l'un des 3 frères a l'idée d'inviter une jeune femme très sexy qui travaille avec lui. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que. Je résume. Oui, voilà. En fait, c'est sa femme, parce que les 3 frères sont mariés avec 3 femmes différentes. Très bien, toutes les 3. Les belles sœurs, ouais. Mais elles ne s'entendent absolument pas entre elles. Et il y en a une des 3 qui dit tiens, si on invitait Talia, qui se trouve être la secrétaire de l'un des 3. Et à partir de là, on est dans ce que Hitchcock appelait le whodunit, c'est-à-dire il y a un crime et on cherche qui est le coupable. Le crime, c'est qu'on se doute que cette fille a connu un des 3 frères de façon assez intime. Oui. Et pendant toute la pièce, on se demande qui c'est. Enfin, les personnages se demandent qui c'est, le spectateur aussi. Oui, et les belles sœurs, donc. Et les belles sœurs, donc. Oui, oui. On a fini d'ailleurs par penser qu'elle a connu très bien les 3. Oui. Ce qui, évidemment, ça, c'était mon explication. C'est pas dit clairement à la fin de la pièce. Mais... Et puis, il y a des choses très, très drôles sur... ça commence dans une maison de campagne, hein, parce que l'un des couples... s'est installé à la campagne. Voilà, François-Éric Gendron et Sabine Hautepin. Il faut citer les interprètes, parce que oui. ça donne très bien une idée. Sabine Hautepin, François-Éric Gendron. Voilà, Roland Marchisio, Manuel Gélin, Véronique Boulanger, Élisa Servier, et dans le rôle de la catastrophique malgré elle, Mathilde Pénin. Ça commence comme ça. Mathilde et Yvan, donc, c'est un couple, hein, c'est l'un des 3 couples. Ils reviennent les premiers du jardin. Yvan, c'était François-Éric Gendron. Oh non, franchement, ils ont eu 100 fois raison, c'est bien, vaste, paisible, tranquille. Mathilde, Sabine Hautepin. Ah, ça, pour être tranquille. Moi, un grand jardin comme ça je sais pas, ça me... Pas toi? Non. Pourquoi? Déjà, je trouve ça loin. Loin d'où? Loin du centre. Ah oui, mais du centre de quoi? Du centre. Bon, c'est pas grave. Excuse-moi, mais le centre est un concept subjectif. D'un point de vue strictement géométrique, ça n'a de sens que si tu décris un périmètre autour. D'accord. C'est une notion, on ne peut plus relative. Sois gentil, Yvan, arrête d'enculer les mouches. Tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous, ça te va, ça, comme périmètre géométrique? Peut-être d'Yvan qui, après avoir encaissé, s'enhardit. En tous les cas, moi, ça me plaît. Et puis, si tu veux un argument objectif, la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants, l'espace, le grand air. C'est vrai, très juste. Un seul petit détail, c'est qu'on n'en a pas des enfants. Oui. Ton frère et ta belle-sœur non plus n'ont pas d'enfants. Non plus. Alors ton argument, tu te le gardes. Mais où tu veux en venir? Tu es de mauvaise foi en ce moment. Je comprends très bien que tu puisses ne pas avoir envie d'habiter à la campagne, mais tu ne peux pas nier que c'est un bel endroit. Je le nie. Je trouve cette maison sinistre. Et pour rien au monde, j'aimerais habiter là-dedans. C'est froid, c'est lugubre. Il n'y a rien, c'est mort. Fin de l'histoire. Oh là là, eh oui, oh là là. Entre Yvan, je continue Yvan. On peut savoir ce qui me vaut le plaisir de cette jovialité? Rien. Vivement qu'on dîne et qu'on rentre se coucher. Quand je te vois comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver tout de suite à demain matin. Mais pour une fois, nous sommes complètement d'accord. Et voilà, vous voyez que le ton monte. D'ailleurs, la réflexion sur la campagne, ça me rappelle cette réplique admirable de Sacha Guitry. À la campagne, dans la journée, on s'emmerde, et la nuit, on a peur. C'est pas vrai, mais c'est drôle. Ben oui, ben ça va se gâter. Ça va se gâter parce que il y a aussi des choses qui sont très justes. L'un des 3, c'est David, je crois, qui est dentiste. Hein. Oui. Et alors, c'est des choses qu'on a vécues, mais c'est pas pour ça que c'est bien, mais c'est vrai que c'est drôle, en revanche. Il y en a une qui veut absolument qu'il lui regarde la bouche, etc. C'est obscène, c'est dégueulasse. Bon, il lui dit, mais c'est vachement intime. Non, non, regarde. Alors bon, évidemment, il fait un diagnostic catastrophique sur l'état de la dentition de l'une des belles-sœurs. Bon. Et puis arrive Talia. Voilà. Hein.
Alors Talia, c'est-à-dire que quand le personnage arrive, c'est quelqu'un qui glace tout le monde parce qu'elle est extrêmement sexy. Les femmes sont folles de jalousie et les hommes sont terriblement mal à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ne profitent pas du tout du spectacle, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'elle s'en aille. Voilà. Et il faut dire aussi qu'avant que Talia arrive, on a vu un peu la problématique de chaque couple et on voit bien que ce sont des couples qui sont un peu chaotiques, un peu bancals. Ça ne marche pas très bien. Et donc, quand elle va arriver, je veux dire, tout est fait pour que ça explose et ça va exploser. Ben oui. Quand Jean-Luc Moreau met en scène une de vos pièces, vous assistez aux répétitions? Alors, j'assiste énormément aux répétitions parce que je suis moi-même assez critique sur mon travail. Et donc, souvent, soit c'est moi qui demande à réécrire certains passages, soit c'est Jean-Luc qui me demande de retravailler des détails. À chaque fois que j'ai travaillé avec Jean-Luc, on avait beaucoup de concertation sur le texte. De même que moi, il peut m'arriver sur la mise en scène de suggérer quelque chose et les choses se font comme ça. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse écrire une pièce, la donner à un metteur en scène sans la désintéresser et revenir le jour de la première. Enfin, en tous les cas, dans mon théâtre, je pense que parfois c'est la mise en scène qui commande le texte. Ce que je dis toujours, c'est que pour moi, un texte ne doit pas être biblique. Je veux dire, le texte, c'est le maillon de la chaîne, mais ça doit passer par l'interprète. Et l'interprète, c'est forcément la mise en scène. Moi, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'écrivais, quand je les relisais sur mon tableau de bord, je pouvais en être assez satisfait. Et puis quand je voyais le résultat, je me disais ça ne marche pas, parce qu'il y a l'oralité qui a quelque chose d'imprévu et qui fait que... Mais pour rester dans cette problématique qui est tout à fait intéressante, l'incarnation finalement, l'appropriation par le metteur en scène et par les comédiens, vous êtes beaucoup traduit. Oui. Dites-nous dans quelle langue et racontez-nous, si ça s'est produit, votre expérience de spectateur d'une répétition en langue roumaine, je dis n'importe quoi, en langue allemande ou en langue polonaise. Ce ne sont peut-être pas les pays qui ont acheté les droits de vos pièces, mais peut-être, enfin, racontez-nous ça, c'est tout à fait passionnant ça. Alors, j'ai écrit pas mal de pièces, enfin, la plupart, sauf une ou deux, qui ont été assez représentées dans des pays d'Europe, justement la Roumanie, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et j'ai évidemment assisté à certaines représentations. Et il y a quelque chose qui est assez troublant, c'est que les passages drôles en France se retrouvent exactement drôles à l'étranger. Oui. Ça c'est assez mystérieux. Alors, des fois, ça peut être un bon mot, des fois, c'est la situation. Et ça m'est arrivé, effectivement, de voir un parallèle assez étroit entre la France et l'étranger. Maintenant, pour ce qui est, chaque fois qu'on fait une adaptation de ma pièce dans une langue étrangère, on me l'envoie. Comme je suis absolument incapable de donner un avis, je donne... je suis toujours d'accord et en général, ça va pas au-delà. Par exemple, vous êtes joué, vous avez évoqué 3 ou 4 pays d'Europe. Oui. Quels autres, s'il en est d'autres, ou hors d'Europe? Pas en Europe. Alors, je crois qu'il y a l'Amérique du Sud qui commence, là, certaines de mes pièces. Je ne pourrais pas vous dire les titres parce que je les mélange un peu. Mais c'est surtout en Europe. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Roumanie, sûrement d'autres qui m'échappent. Mais voilà. Alors on va rester en compagnie de Jean-Luc Moreau, puisque Secret de famille a été mis en scène par ses soins au Théâtre des Variétés en 2008. On est vraiment là dans des choses qui sont très proches, et d'ailleurs on va y rester. Alors il m'a semblé que cette histoire une sorte de quadrille amoureux, Secret de famille, il m'a semblé que c'était un sujet très guitry, ça. Oui, tout à fait. Je m'en suis rendu compte après. Peut-être vous pouvez nous raconter le... Alors le sujet, c'est simple, oui. Le sujet est assez simple. Alors il faut savoir que la pièce était jouée par Michel Sardou et que j'avais écrit la pièce pour Michel Sardou. Donc c'est quand même un costard assez particulier parce que Michel Sardou a une telle notoriété que c'est très difficile de le mettre dans un personnage lambda. Donc
dans cette histoire, il était compositeur de musique dans le showbiz, mais pas chanteur. Et il a son fils qui est sur le point de se marier. Et un jour, sa future belle-fille débarque chez lui en lui disant je suis très troublée parce que je ne suis pas vraiment amoureuse de votre fils, mais je suis amoureuse de vous. Et là, évidemment, il est dans une situation épouvantable parce que, évidemment, il n'est pas question qu'il se C'est Phèdre, au fond, votre histoire. Oui, oui, c'est quasiment ça, mais sans les vers. Oui. Et évidemment, il la repousse. Et puis, quand le fils arrive, il lui dit je crois qu'elle ne veut plus se marier parce qu'elle est amoureuse d'un autre. Et de qui demande le fils? Et là, il est incapable de dire que c'est de lui. Et là-dessus, il rentre dans une spirale du mensonge qui est absolument infernale. Oui. C'est effectivement tout à fait diabolique, mais c'est très Guitry. Au demeurant, non seulement Guitry écrivait cela, mais d'une certaine manière, il le vivait, puisqu'on sait que, tandis qu'Yvonne Printemps le quittait pour Pierre Freinet, il écrit une pièce, il monte un spectacle dans lequel jouent et Freinet et Printemps, et qui raconte, il y est aussi lui, et il raconte précisément ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il met en scène sa propre biographie. Je ne dis pas que la scène que vous évoquez est inspirée de votre propre existence. Je ne me permettrai pas ce genre de choses. Mais c'est pour ça qu'il m'a semblé qu'on n'était pas loin de la dramaturgie de Guitry, justement. Moi, comme tous les auteurs ici, j'imagine, je suis un fan de Guitry. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, appris, formaté même. Voilà. Alors maintenant, dire s'il y a une influence, elle était probablement inconsciente. Oui. Mais je pense que ça s'arrête là. Oui. Mais elle est épatante. Le personnage de Clémence, là, oui, qui est complètement perdu, énamouré, et avec une espèce de logique amoureuse assez infernale. Et évidemment, tout ça va prendre des proportions parce que finalement, le personnage du père va craquer. Et quelques mois plus tard, elle va épouser le fils et elle va se retrouver enceinte et on ignore si l'enfant qu'elle porte est celui du père ou du fils. Et là, évidemment, il y a une situation assez drôle. C'est pour ça que j'évoque. Oui, enfin, terrible pour les personnages, mais drôle pour le spectateur, j'espère. Oui. Mais ça, c'est très Guitry. Hein. Ce qui nous fait rire, dans la réalité, si ça existait dans la vie, ça serait effroyable. Oui, bien sûr. Dès lors que ça devient un spectacle, il y a une translation. Et alors, cette pièce, vous l'avez écrite pour Sardou ou les circonstances ont fait qu'il en a été l'interprète? Non, je l'ai écrite pour Sardou. À sa demande? Oui, à sa demande. C'est-à-dire qu'il cherchait une comédie, un vaudeville. Et j'ai proposé une trentaine de pages. Encore une fois, là, quand j'ai écrit la pièce, je ne savais pas très bien exactement comment ça allait se faire. J'avais besoin de 30 pages suffisamment convaincantes pour qu'ils disent « allons jusqu'au bout ». Et donc, ça s'est passé comme ça. Je lui ai donné ces 30 premières pages. Il m'a dit « j'ai très envie de savoir la suite ». Je ne la connaissais pas moi-même, la suite, mais j'y ai travaillé. Et je suis arrivé au bout de la pièce. Et puis finalement, les choses se sont faites avec Jean-Luc Moreau, une fois de plus, qui, encore une fois, intervient une fois que la pièce est écrite. Moi, je considère qu'elle est écrite à 80%. Et quand arrive Jean-Luc, on parle, on lit des choses, on retravaille. Et puis, le retravail se fait encore au moment des répétitions. Et là, on arrive au 100% pendant les répétitions. Là aussi, j'aimerais qu'on approfondisse, si vous voulez bien. Parce que c'est tout à fait intéressant de voir comment vous confrontez votre inspiration avec le matériel, le réel, le concret, la scène. Vous soumettez à Sardou 30 pages. La clé de la pièce, c'est effectivement l'hésitation de cette jeune femme entre son fiancé officiel et le père du dit fiancé. Quand vous donnez les 30 pages à Sardou, cet enjeu-là figure déjà dans la pièce, puisque ça, elle se révèle finalement assez rapidement, mais vous ne savez pas comment ça va se terminer. Non. Mais je savais que pour convaincre Michel Sardou, il fallait que je pose une question. Moi, j'ai travaillé dans la publicité, et le principe du teaser, c'est quelque chose que je connais, bien évidemment. Et donc, je savais que si j'écrivais une pièce
où l'enjeu n'était pas posé assez rapidement, il pouvait trouver ça intéressant, mais pas forcément convaincant. Et donc j'avais besoin de poser cet enjeu très vite, quitte après à ce qu'ils me disent on va retravailler, mais encore une fois, je crois beaucoup, enfin, quand on écrit une pièce, je crois beaucoup à l'urgence. Je crois qu'il m'est difficile en tous les cas d'écrire une pièce où il n'y a pas de situation. Il y a beaucoup de bonnes pièces où les personnages n'évoluent pas. Moi, j'ai besoin de raconter une histoire. Je suis scénariste de formation et pour moi, la scénarisation est très très importante. Même déjà en tant que spectateur, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Les hommes préfèrent mentir. Il n'y a pas que les hommes quand même. Bon. C'est toujours Jean-Luc Moreau et on est au Saint-Georges, avant-hier j'allais dire, puisque ça s'est joué en 2009. Il y a une distribution qui rappelle un peu certaines distributions antérieures, puisqu'on trouve dans cette pièce François-Éric Gendron, Véronique Boulanger, Cyril Eldin, Muriel Huet-Desaulnay, Manuel Gélin, Juliette Méniac et Caroline Maillard. Il y a 3 interprètes communs à une des pièces que nous venons d'évoquer. Ce sont des personnages qui pourraient d'ailleurs prolonger en quelque sorte, parce qu'on a déjà vu, ce sont des types installés dans l'existence, relativement prospères, des couples qui existent depuis pas mal d'années, sans doute trop d'années, puisque le couple vedette... Disons un peu usé. Voilà, et assez tenté de se séparer, en tout cas pour ce qui le concerne lui. Ça va se passer d'ailleurs, parce que vous avez écrit une pièce qui se passe en 2 temps, enfin en deux époques. 2 temporalités, oui. Et entre les deux actes d'ailleurs, il s'est déroulé 2 ans et demi. 2 ans et demi. Voilà. J'ai été frappé par quelque chose. Vous écrivez 2 ans et demi. Vous n'écrivez pas 2 ou 3 ans, 2 ans et demi. Et vous insistez là-dessus. Je me suis demandé pourquoi. Parce que 2 ans et demi, c'est un... Je sais pas, c'est pas un chiffre rond. C'est pour ça Vous préférez l'impair, comme le poète. Non, peut-être, effectivement. Mais je veux dire... Enfin, alors, je serais incapable de vous expliquer la raison, mais je ne peux pas écrire un personnage qui a 50 ans. Il en a 49 ou 51, mais 50, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de trop précis, de trop net. Ouais. Voilà. Et il y avait probablement une raison à ces 2 ans et demi, mais à vrai dire, je ne me souviens plus très bien. Mais en tous les cas, non, parce que j'avais besoin aussi, parce que les personnages avaient évolué, ceux qui étaient en plein divorce se sont séparés, ceux qui venaient de se marier en sont à s'insulter. Enfin, j'avais besoin de montrer que 2 ans et demi sur un couple, ça peut être meurtrier. Donc effectivement, quand on revoyait ces personnages, on voyait l'usure du temps de façon assez violente. Le décor. Le salon salle à manger d'un bel appartement bourgeois où le portrait de Freud désigne la profession du personnage principal, Simon, psychanalyste, François-Éric Gendron. Première partie, on entend des pleurs d'enfants. Ce ne sont pas les pleurs d'un nouveau-né, mais ceux d'un enfant de 3 ans. Simon rentre chez lui, il porte une petite mallette et une baguette de pain. Il pose sa baguette sur la table, dressée pour 5, et va charger son téléphone portable. Et puis il s'assied, s'assure qu'il est seul et téléphone avec l'appareil de la maison. Les pleurs déclinent. Simon bat en confidence, mais véhément. Anne-Catherine, je suis chez moi, je t'appelle du fixe. Non, pas seule. Olivia est à côté, elle doit être en train de coucher Victor. Tu tiens vraiment à ce que je lui parle ce soir? Je te dis ça parce que je pourrais attendre ce week-end, j'aurai plus de temps pour lui expliquer. Lui expliquer quoi? Lui expliquer, amorcer l'idée en douceur. Je ne vais pas lui asséner en une phrase que c'est fini. Ouais, évidemment que ça va provoquer un drame, qu'est-ce que tu crois? Ça va la faire marrer? Je te l'ai dit, je te le redis, attends-toi à une guerre. Une guerre, c'est quand on n'est pas d'accord et que... Une guerre, quoi. Oui, je t'aime, je te désire. Oui, tu m'excites. Bon, il y aura une guerre. Olivia revient de la chambre. Simon poursuit sa conversation différemment. J'ai dit que le suicide pouvait, dans certains cas, être une forme de courage, mais dans votre situation, ce serait un acte de pure lâcheté. À bientôt, il raccroche. Olivia, qu'est-ce qui va se suicider? Une patiente. Et elle t'appelle chez nous. Bah, c'est moi qui l'appelais. Mais je croyais que la règle était de ne pas ramener de boulot à la maison. La règle ne s'applique pas aux situations extrêmes. Elle veut mourir. Oh, fait chier ce soir, je ne sais pas ce qu'il a. Il a qu'il n'a pas sommeil, il est 8h moins 10, le môme continue à pleurer. Et pourquoi tu l'as couché si tôt? Bah, tu n'as pas eu mon message sur le portable? J'ai plus de batterie, je suis en train de recharger. On sera 5 à dîner. 5? Bah, regarde la table.
J'avais certaines choses à te dire. À quel sujet? Plusieurs sujets. T'as invité qui? Sam, Richard et Aurélie. T'aurais pas pu me prévenir? Mon amour, je viens de te dire que je t'ai laissé un message sur ton portable. Bon, d'abord, je suis poli, donc parle-moi poliment. Et deux, pourquoi tu ne m'as pas appelé au cabinet? Tête d'Olivia qui ne comprend pas ce soudain mouvement d'humeur. J'étais au cabinet tout l'après-midi. J'ai eu ton idiote de secrétaire qui m'a répondu avec sa voix qu'on a envie de lui foutre des claques, que tu étais en séance et qu'elle ne pouvait pas te déranger. Je t'aurais pu laisser un message. Elle l'aurait répercuté. Je la paye pour ça. J'arrive pas à dialoguer avec elle. Dialoguer, mais il n'y a pas de dialogue. Il suffisait de lui dire que ce soir on serait 5. C'est pas dialoguer, ça. Les pleurs d'enfants recommencent de plus belle. Et Victor, il n'a pas envie d'aller dormir. C'est un enfant adopté. Oui, c'est un enfant adopté. Vietnamien, oui. Plus précisément, et bon, qui est un enjeu, bien entendu, c'est tout à fait normal. Et on sent que là, ils ne sont peut-être pas forcément d'accord sur la manière de se comporter avec l'enfant. Ça fait partie des failles qui ont ça fait partie prévalu. De nombreux points de désaccord. Ouais. En fait, l'idée, c'est un psychanalyste qui doit annoncer à sa femme qu'il doit la quitter. Et en fait, ce soir-là, elle a invité les copains, deux amis à lui et son ami, sa meilleure amie à elle, qui cherche désespérément un homme. Et évidemment, il ne peut pas annoncer qu'il va la quitter devant tous les invités. Et la maîtresse, finalement, décide de débarquer ce soir, et en plus, elle débarque enceinte. Et là, évidemment, c'est un drame absolu. Il y a une scène effrayante. Effectivement, elle s'appelle Anne-Catherine, et elle débarque. Et alors là, on est dans des situations à la Feydeau, c'est-à-dire qu'on est entre le drame absolu et le vaudeville. J'ai envie de dire, on ne va pas révéler ce qui se passe, parce qu'effectivement, on va se reporter 2 ans et demi plus tard. On les retrouve 2 ans et demi plus tard. Voilà. Et les couples se sont reformés, d'ailleurs. Les couples se sont reformés, c'est-à-dire que lui a épousé sa maîtresse qui n'est plus enceinte et qui a un enfant. Son ex-femme va lui faire un procès pour des raisons qu'on ne va pas dévoiler. Et le couple qui est arrivé, qui venait de se marier, qui était très amoureux, on les retrouve 2 ans et demi plus tard, et ils en sont aux insultes, ils sont au bord du divorce. Enfin, et ils se disputent sans aucune pudeur devant tout le monde en se traitant de tous les noms d'oiseaux. C'est terrible. C'est extrêmement violent. Hein, oui, c'est assez cette noir. Cette situation est incroyable. C'est très noir. Mais ça,